Et bah bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de la critique sauvage. Je suis très content de participer pour la première fois à ce format un peu hors série qu'on a fait depuis quelques temps. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mickaël et David. Salut. Bonsoir tout le monde. Et puis c'est Quentin que vous venez d'entendre, tu t'es pas présenté je crois. Eh oui. Bah, Voilà, c'est histoire de rappeler, même si on est quand même habitué à ta voix, mais bon. Oui, voilà, mais bon, bah, c'est toujours bizarre de dire bonjour, je suis Quentin. Voilà. Mais voilà, bon, Bonjour, c'est moi qui parle. Quentin. Bonjour. Voilà. Bon, du coup, troisième épisode de la critique sauvage. Donc, je suis content de vous rejoindre pour ce format qui est, c'est compliqué de savoir tous ensemble, mais là, on a réussi aujourd'hui. En plus, c'est pour une occasion qui me fait bien plaisir, puisqu'on a été voir, on a essayé de faire ça assez rapidement, au plus possible. On a été voir le nouveau film de Bong Joon-ho, Mickey 17, et on va pouvoir vous en parler tout de suite. Eh bien, Mickey respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air. Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi. Tous les virus. C'est bien. Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel. Alors, donc, bon, on en sort, hein, on l'a vu, il est quoi? Il est 18h45, bah il s'est terminé à 17h45. Ça fait une heure tout juste que le générique est arrivé. Bon, on se fait un petit point pitch, les gars, on fait quoi? On fait comment déjà Alors, est-ce qu'on donne des points clés? C'est pas facile de pitcher parce qu'on est dans de la pure SF et alors ouais, il est pas évident à pitcher le film, je trouve, mais s'il y en a un qui se sent d'y aller, on est dans de la SF. Ouais. Voilà. Il y a Robert Pattinson. Il y a Robert Pattinson. Voilà, il y a plusieurs Robert Pattinson. Plusieurs Robert Pattinson. Il y a Mark Ruffalo, gros, je crois que c'est Toni Collette. 2050, l'humanité va dans l'espace, réimpression et du coup plusieurs Pattinson qui meurent à la chaîne pour faire avancer la colonie. Ouais, en gros, ouais, c'est un peu ça. Ça se passe effectivement 2050, 2055. On est dans un futur où l'humanité a avancé, et conquête spatiale a beaucoup avancé. On peut aller très très loin. Voilà. Il y a des expéditions qui sont faites. Alors, c'est assez avare d'informations sur le reste. On va dire. On s'intéresse vraiment qu'à l'histoire où on suit les personnages qui nous intéressent pour le film, quoi. C'est pas une mauvaise chose. Ah, bien sûr, c'est très très bien. Et donc entre autres, on a du coup cette invention qui c'est expliqué dans la premier tiers du film là, cette invention, cette espèce d'imprimante 3D, mais pour les gens, quoi, qui permet de réimprimer les gens. Et c'est pour ça qu'on a Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3, voilà, jusqu'à Mickey 17, le personnage qui nous intéresse pour le film. Sans rentrer dans le détail, c'est une pratique qui est controversée, qui n'est autorisée que en dehors de la Terre. Que en dehors de la Terre, dans des voyages. En tout cas, on n'a pas plus d'informations que ça. On sait juste que là, en l'occurrence, il y a une imprimante et un gars qui se fait réimprimer un seul gars, voilà. Donc en l'occurrence, Robert Pattinson. Et du coup, ils vont pouvoir utiliser cet outil. Au final, c'est presque un outil, plus qu'un être humain, pour pouvoir faire des expérimentations ou aller explorer des planètes, des choses comme ça et tout. En tout cas, une planète en l'occurrence, leur objectif pour fonder une colonie, ouais, voilà. Ouais. En gros, c'est l'idée, quoi. Et puis, bah, évidemment, on est chez Bong Joon-ho, donc on va avoir de la lutte sociale, on va avoir du discours politique, on va avoir écologique, ce genre de choses. Après là, en gros, c'est un peu le concept. Voilà. Après, le film devient très intéressant. Il y a plein de choses à voir. Parce que globalement, bon, je parle toujours. Je vais juste terminer là-dessus. C'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. C'était bien. Non, c'était bien. Non, mais vas-y, bah, j'ai des petites réserves, mais c'est pas évident de commencer. Mais en fait, moi, j'ai eu. Alors bon, déjà, on l'a vu en version française. Alors, on va pas épiloguer là-dessus parce que on peut pas vraiment juger le film là-dessus. Bong Joon-ho n'y est pas pour grand-chose dans la version française du film. Moi, ça aide pas. Hein. La voix qui double Pattinson m'a irrité pas mal les oreilles pendant la première partie du film. Pour ce qui est de l'histoire, donc le film fait 2h17, hein, je crois, pour être ouais, exact. Je crois que c'est ça, ouais. Générique inclus. J'avoue que la première demi-heure, 40 premières minutes, alors j'ai jamais regardé ma montre, hein, le temps de la projection, donc je ne sais pas le timing exact, mais la première partie, j'ai eu très peur.
Je savais pas trop où ça voulait aller. Alors, effectivement, il y a besoin d'un temps d'exposition. Ça, c'est commun à beaucoup de films. Il y a un temps d'exposition pour nous expliquer ce que vous avez dit tous les deux, les copains, pendant les premières minutes, là. Vous avez posé un peu le sujet, ce que fait Bong Joon-ho dans son film, mais je me demandais vraiment où ça allait aller. J'avais essayé de savoir un minimum de choses sur le film. Et puis, alors, à un moment donné, il y a un déclic. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire ? De toute façon, Quentin, tu l'as dit, qu'à un moment donné, il y avait plusieurs Robert Pattinson. Ouais, après, autant pas trop rentrer dans le détail. Je mais... ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, à un moment donné, Robert Pattinson regagne sa chambre, se couche et se retrouve à côté de lui-même. Voilà. Et j'arrête là. Bon. Voilà. Là, à partir de là, effectivement, le film bascule dans autre chose. Scénaristiquement, et il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. Jusqu'à la fin. Alors pareil, on va pas spoiler la fin, mais il y a une espèce de dernier acte assez long. Peut-être un peu long. Mais là, bon, les revisionnages le diront. Mais jusqu'au dernier acte, qui est absolument grandiose, de par la musique, parce qu'on a quand même on en parlera, bien parlé de la musique, mais vraiment, musicalement, le film est costaud. Les images sont assez fortes. Bon, il y a des créatures, on est dans l'espace, enfin, on est dans un film de SF, on est sur une autre planète, il y a des créatures, j'en dis pas plus. C'est assez chouettement mis en scène, c'est assez spectaculaire. Bong Joon-ho est un grand cinéaste, ça il l'a déjà prouvé dans le passé. Là, on s'en prend un peu plein les mirettes. Après, alors je vais finir sur le scénar pur. J'aurais juste un petit regret. Alors, regret d'autant plus important que c'est Anna Maria Vartolomei qui joue le rôle. Je trouve dommage que cette actrice ait un personnage qui soit totalement éclipsé au bout de peut-être 20-25 minutes de film. Son personnage, finalement, n'apporte pas grand-chose. Moi, je pensais que ça allait partir sur une vague piste. Alors pas du vaudeville, on est loin de ça, mais je pensais que ça allait partir sur une espèce de chassé-croisé entre hommes, femmes, couple, machin. Enfin, il y avait un truc un peu amusant qui se profilait, qui n'est absolument pas exploité. Bon, le film prend une autre direction spectaculaire et très intelligente, là-dessus, je pense qu'on va y revenir. Bon, le personnage d'Anna Maria Vartolomei, qui est une actrice qu'on a vue, alors pour parler au grand public, on l'a vue dans Le Comte de Monte Cristo l'an dernier. Avec Pierre Ninet. Bah oui, c'était elle. Ah ouais, effectivement. Mais je pense qu'on devrait continuer à entendre parler d'elle, je pense. Si elle suit le chemin que je présage qu'elle va suivre, je pense qu'on devrait entendre parler d'elle. Bon, c'est dommage. Moi, ça a été mon petit regret, moi, à mon échelle de spectateur lambda, voilà, c'est mon pire regret. Sinon, voilà, le film, il y a une espèce de crescendo, et on s'en prend quand même un peu plein les yeux, plein les oreilles avec la musique, c'est quand même assez dingue à ce niveau-là. Le Bong Joon-ho a été, encore une fois, assez généreux. Je vous laisse la parole, les copains. Bah déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le personnage dont tu as parlé. Alors, j'ai plus le nom du personnage, mais ouais, non, il a... Je suis pas forcément de votre avis, moi. Ouais, vas-y. Ouais, on se ressent un peu sur l'essentiel. Et ce personnage est pas vraiment essentiel pour moi. Il est pas moteur de l'histoire. Enfin, c'est cette petite scène qu'elle a avec Robert Downey Jr. Robert Pattinson. Oh mince. Oh mince. Qu'est-ce que c'est que ce lapsus? Merde. Désolé. Donc avec Pattinson, du coup, putain, je suis tout troublé par mon erreur. Où justement elle est très... on sent une espèce de sensibilité dans ce personnage. Et juste après, elle a une scène avec justement l'actrice Naomi Aki, il me semble, c'est elle, oui. Ouais. Où justement ils se battent un petit peu pour qui aura Robert Pattinson. Et comme il y en a deux, et il y en a une qui veut en garder un et l'autre une, et là ça dit un autre truc sur le personnage, moi je trouve. C'est un aspect bétail, parce que tout le comment dire, tout ce qui est attrait à Robert Pattinson, on le compare souvent à du bétail. C'est un sous-humain. C'est ça fait partie des Oui, toujours rabaissé, oui. Ouais. Toujours rabaissé, et mais vu qu'il sert juste à mourir à la chaîne, est-ce que c'est vraiment un humain? Est-ce que c'est pas plutôt un outil? Et là, on sent ce truc-là. Donc moi, ce personnage, s'il a été mis de côté, c'est pas si grave pour moi. C'est pas grave, c'est dommage. Oui, non, en fait, je rejoins un peu vous deux. Je comprends effectivement, et oui, ça sent que le personnage il va dans une direction. Mais c'est que je veux pas aller trop loin pour pas spoiler, voilà. Donc, mais c'est un personnage qui est mis de côté. On comprend pourquoi.
C'est juste que je me suis dit, tiens, elle aurait pu avoir un rôle dans la suite de l'histoire, même par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais je comprends quand même la direction qu'ils ont prise et que du coup, elle est mise de côté, on la voit plus du tout pendant tout un moment. Mais c'est juste que j'aimais bien le rapport qu'il y avait avec tout le monde. Quand elle est mise de côté, elle est un peu évincée, on voit il arrive des choses et on se dit, il y a une direction qui est prise. Et elle aurait pu réapparaître. Et au bout d'un moment, on la revoit plus et on se dit, ah ouais, donc on la reverra certainement plus. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je trouve ça un peu comme toi David, un peu dommage en fait, j'aurais bien aimé la revoir. Finalement, pourquoi ils l'ont introduit ? Parce que finalement ce personnage-là, vu ce qu'ils en font, tu le retires de l'équation, est-ce que vraiment elle a une utilité ? Ah si, quand même un peu. Bah je sais mais pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je sais pas. Moi, vu qu'ils n'en font pas grand-chose ensuite, enfin bon, on va pas faire une demi-heure dessus, hein. C'est surtout que j'ai bien dit, c'est c'est assez anecdotique, moi. Mais je trouve ça dommage parce que finalement, ce personnage-là aurait pu disparaître. Oui, non, l'occasion de moins de voir Anna-Maria Bartolomei à l'écran, c'est toujours dommage. Mais voilà, le personnage est quand même assez facultatif, voire il pourrait être retiré, ça changerait pas grand-chose. Bon. Autre point, le film a aussi un aspect humoristique. Alors, je reviens là-dessus. On n'est pas sur de l'humour, tire mon doigt, c'est rigolo, et puis voilà. On est sur un humour un peu cynique. On est très pince sans rire, ouais. Il y a un côté. Très pince sans rire, on est toujours dans la blague, mais cette blague, elle veut dire un truc un peu dégueu sur les personnages, et on est souvent rappelé à ça, et du coup, moi, ça m'a pas du tout fait rire. J'ai pas pu passer outre le fait que, et c'est là où c'est très bien écrit aussi, parce que c'est Bong Joon-ho qui est aussi au scénario, il me semble. Bien sûr. Oui. Voilà, et faut dire aussi que c'est une adaptation du bouquin Mickey 7 de Edward Ashton. Donc après, on ne sait pas si c'est une vraie adaptation ou si c'est une suite, vu que le bouquin s'appelle Mickey 7 et que nous on suit Mickey 17. Donc on n'a pas creusé la question. Mais moi j'aime beaucoup cette écriture, et je reviendrai aussi sur ce que tu as dit, David, sur le fait que l'intro t'a paru pénible, la première demi-heure. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. On nous plonge dans un univers qu'on connaît pas. Effectivement, c'est très science-fiction. On connaît déjà les codes, voilà. Mais c'est ultra efficace. On sait où on est. On nous en dit pas trop, mais on nous en dit assez pour que on soit ok avec l'histoire. Et moi, ça m'a transporté du début jusqu'à la fin. Moi, ce que je peux reprocher, c'est qu'il y a une espèce de double fin, et là je mets des guillemets mais vous le voyez pas, et je trouve qu'elle est totalement de trop. Cette double fin est totalement de trop. Oui, la dernière scène avant la scène conclusive. Voilà, exactement. Alors ça, elle m'a même agacé. Ça, c'est un travers de certains films aujourd'hui, la scène qui sert à rien, qui rallonge un peu la sauce. Je suis d'accord avec toi. On ne vous dira pas laquelle, mais effectivement. Pour moi, cette scène, elle est juste là pour vous dire, mon personnage a évolué, mais non, on le savait déjà. Donc Bong Joon-ho, tu écris très bien, mais ta double fin, cut là, merde. Ouais, d'accord. Je suis là, tu vois, j'ai failli oublier. Merci, je suis complètement d'accord avec toi. Je comprends. Parasite avait un peu la même chose. Il y a un peu la même chose avec la fin de Parasite, où il y avait pas forcément une double fin, mais il y avait, j'avais ce sentiment sur Parasite où les 5 dernières minutes ou 2-3 dernières minutes étaient pas nécessaires, on va dire. Il y avait un truc en plus où tu t'es dit, j'aurais bien aimé que le film coupe un peu avant. Et c'est pas exactement ça là, mais il y a effectivement une scène qui est rajoutée ou qui est un peu curieuse, qui arrive à la toute fin. Et tu te dis, on part sur autre chose. Et en fait, tu comprends un peu, et c'est un peu une scène curieuse. Bon, sans en parler plus que ça, mais je vois ce que vous voulez dire. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, j'ai essayé de reprendre un peu les points. Je m'étais dit, j'ai des choses à dire sur ce qu'il a dit, Michael. Alors sur l'écriture et le côté humoristique, alors moi j'ai vraiment eu la sensation d'être chez Bong Joon-ho. Genre, alors à part quelques films par-ci par-là où, alors j'ai vu Mother qu'une seule fois il y a un bout de temps, mais de mémoire il y a toujours ce côté un peu humoristique dedans. Mais dans tous ces films, d'ailleurs c'est aussi la patte un peu sud-coréenne. J'ai pas ce souvenir du côté un peu humoristique par exemple chez Snowpiercer. Snowpiercer un peu moins, mais il y a vachement plus dark. Oui. Un peu moins effectivement, mais de mémoire il y a quand même des passages un peu rigolos. Surtout cette espèce de parce que pour moi c'est vraiment ça qui joue dans ce côté un peu humoristique, c'est qu'il y a un regard un peu rigolo sur les personnages et sur la société qu'on nous dépeint effectivement, parce que Snowpiercer c'est un train où il y a plus toute l'humanité à exterminer, il y a plus que l'humanité qui est dans un train, c'est pas spoiler, c'est le concept du film et de la BD française Cocorico. Et là en l'occurrence l'humanité existe toujours sur Terre, mais là on ne suit quasiment
pendant 95% du film, ça se passe dans le vaisseau, donc on suit une société qui est enfermée dans un vaisseau, quoi. Le parallèle est facile à faire là-dessus. Voilà, Sur les effectivement. deux films, voilà. Et du coup, il y a ce truc-là avec... je veux pas aller trop dans le spoiler ou quoi que ce soit, mais les puissants sont souvent ridiculisés, etc. Carrément. Et c'était un peu le cas dans Snowpiercer. Là, ici, c'est encore plus le cas. Et c'est quelque chose qui est un peu présent de manière plus ou moins forte chez Bong Joon-ho depuis toujours. Il a toujours fait des films sociaux, toujours fait des films de gauche. Vraiment. Voilà, oui. les films de gauche. Ah bah où- là, c'est Mark Ruffalo qui fait l'antagoniste principal du film. On est clairement sur un égomaniaque qui peut faire penser à Donald Trump ou à Elon Musk ou à Bezos. Ouais, ou en plus ancien, un petit passage Mussolini vers la fin du film. Oui, carrément. Mais Ouais, en tout cas, oui, oui, moi, oui. Mark Ruffalo, je t'aime. Oui, je l'ai beaucoup aimé, oui. Tu J'ai es beaucoup aimé. formidable. Bah, dans les rôles décalés, comme beaucoup de personnages qu'on connaît surtout par ses rôles populaires, Hulk pour ne pas le citer, Oui. Bruce Banner, c'est vrai que dès qu'il joue des personnages décalés, il est plutôt bon. Bah, Ça, faut non, avouer. pauvre créature que moi je n'ai pas spécialement aimé. Moi, si j'avais à retenir une seule Ouais, prestation il était bien. dans ce putain de film, c'est Mark Ruffalo. Il est fantastique. Voilà. Et désolé, je t'ai coupé. Non, mais on est là aussi pour discuter, hein, t'inquiète. Mais oui, non, j'aime vraiment beaucoup le ton général du film. Et il y a un détail qu'on n'a pas dit et qui pour moi fait partie aussi de l'essence du film, et ça fait partie aussi des choses avec lesquelles tu entres en premier. Toi, David, je te regarde parce que tu parlais du fait que le début du film t'a un peu déboussolé. La première demi-heure, t'as eu un peu de mal à rentrer dedans. Alors, c'est pas un spoiler parce que c'est un élément vraiment qui est frontal et direct du film, mais c'est un truc que moi j'aimerais bien pouvoir le découvrir, donc je vais le dire quand même. Mais en fait, le film a un narrateur. Le personnage principal narre tout le long du film, quasiment. Alors il y a quand même des moments où il parle pas, etc., hein, bien sûr, mais il y a du début à la fin du film, il y a des moments où le personnage de Robert Pattinson parle au spectateur, raconte comme un peu un journal ce qui lui est arrivé, etc. Et du coup, c'est beaucoup lui qui explique un peu la situation, la société, qui est qui, etc. Il y a beaucoup de commentaires qui sont faits comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez déboussolant au début, surtout à cause du fait qu'on l'a vu en VF. Moi, la VF, j'ai eu du mal au début. Ouais. Comme toi, David, j'ai eu du mal avec la VF au début. Bon, c'était pas un choix, hein. C'est que sinon, il fallait qu'on le regarde à une heure pas possible, et ça aurait fait qu'on enregistrait à minuit, et demain on travaille, désolé les gens. Voilà. Donc, on a dû le regarder en après-midi et pouvoir enregistrer une heure correcte, donc VF. Mais elle était pas non plus catastrophique, mais il y a des personnages pour qui c'est plus compliqué, entre autres Robert Pattinson, et comme il parle beaucoup, voilà, moi ça m'a un peu au début déboussolé, mais par contre j'aime beaucoup, c'est assez particulier, ça donne un cachet au film. En fait il y a un côté un peu parce que le personnage il est un peu perdu, il essaie un peu de s'expliquer, de se justifier un peu tout le temps, et du coup il y a un peu ça parce que c'est vraiment Mickey 17, quoi, c'est le 17e qui est comme ça, parce que chacun des Mickey a un peu une personnalité quand même, et du coup sa narration elle est un peu comme ça, du coup elle te permet de découvrir un peu l'histoire. C'est un peu décousu ce que je dis, mais j'aime bien l'atmosphère générale qui s'en dégage, et je trouve que c'est quelque chose qui fait très Bong Joon-ho. Vraiment, on retrouve vraiment ce côté un peu où t'as des faibles, des puissants, il y a une espèce de couche d'humour, c'est un peu coloré, c'est un peu vivant, c'est un peu fou. C'est satirique, hein. En fait, Ouais, très satirique, je ouais. trouve le film assez satirique. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une scène que je voudrais évoquer, une scène qui est assez chouette et qui se détache un petit peu du reste du film. Une scène autour d'une table, autour d'un repas potentiel. Oui. Il y a plusieurs personnages autour de cette table. Et il nous a rejoué un petit coup les Monty Python. Et moi, j'avoue que cette scène-là, pour le coup, c'est une des rares scènes, parce que c'était toi, Mika, qui disais que le film était drôle. C'est toi, oui. voilà. Ouais. Alors, effectivement, c'est drôle, mais ça ne fait pas forcément rire. Oui. Un des rares moments où j'ai rigolé dans Et le film, l'humour, c'est cette scène. L'humour fait avancer le récit. Mm. On est Oui. vraiment sur quelque Carrément. chose et sur un humour qui décrit les personnages. On est vraiment sur ce genre d'écriture où la moindre chose dite par un personnage veut dire beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que justement, d'un point de vue écriture des personnages, on suit pas un super-héros. On n'est pas sur ce côté très lisse. C'est vraiment, les personnages sont humains. Ils font des erreurs d'humains. Bon, il y en a qui sont vraiment over the top.
coucou Marc Ruffalo, coucou Colette, Tony Collette. Tony Collette, pardon. Mais là-dessus, moi, l'écriture des persos. Ouais, non, l'écriture est très mais bien. D'un point de vue écriture, voilà, c'est. Moi, pour moi, il est très très haut et j'ai énormément aimé ce film. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé visuellement ce qu'il propose. Il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage qui est très agréable. Je parlais du fait que le film est très avare de l'univers, mais c'est assez général. Hein. Sans spoiler quoi que ce soit, ils arrivent effectivement sur une planète qu'ils veulent conquérir. On en voit très très peu parce qu'elle est enneigée. Il y a un peu une tempête presque quasiment tout le temps, ou en tout cas voilà, ce qui fait qu'en fait on a peu d'informations, mais on n'en a pas besoin. On a vraiment le strict nécessaire. Le strict minimum surtout, et le film s'en contente énormément, et je trouve ça très très agréable. On est un peu dans un espèce de cocon où on pourrait se dire tiens, cet univers pourrait nous proposer tellement de choses, et le film se concentre vraiment sur ce qu'il veut raconter, et c'est jamais gênant, c'est jamais frustrant, c'est toujours bien réussi. Ouais. Et paradoxalement, il a énormément d'ampleur, parce que t'es en train de dire, et alors tu as raison, t'es en train de dire que ce qui nous est montré est finalement très restrictif par rapport à l'univers qu'il pourrait développer, mais en même temps il y a déjà une générosité, enfin je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais il développe une quantité de trucs, enfin c'est dense, c'est dense narrativement, c'est dense visuellement, il y a de la matière, enfin voilà, on s'en prend plein la tronche, c'est du grand spectacle, et c'est pas forcément un film d'action, parce que le final dont je parlais tout à l'heure, ne vous attendez pas, j'ai dit c'était grandiose, etc. Attention, c'est pas un film d'action, hein. Non. Je ne trouve, c'est vraiment pas cette carte-là qui joue. Mais ça a de l'ampleur, ça pourrait évoquer, alors dans un registre très différent et toute proportion gardée, ça pourrait évoquer certains péplums un peu à l'ancienne, avec des grands défilés de personnages, des scènes dans les arènes, des trucs. Moi j'ai un peu ce genre de scène-là, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai un peu ce genre de scène en tête quand je repense à la fin de Mickey 17. Il y a une espèce d'ampleur dans les mouvements à l'écran, etc. C'est difficile de parler tout le temps par périphrase sans trop en dire, mais ouais. Et je trouve, ça fait un peu penser, il y a un peu une idée de spectacle à l'ancienne, sauf que c'est moderne dans le sens où il y a des effets spéciaux, on est dans de la SF pure, voilà, mais il y a Bong Joon-ho connaît ses classiques, moi je trouve que c'est bourré de clins d'œil à plein de films. Hein. Je pense à un clin d'œil. Il a probablement vu Starship Troopers, je pense, alors même si c'est presque un postulat inverse qui est employé dans le film, mais il a vu Starship Troopers, c'est évident, puis ce brave homme a des références cinéphiliques tout à fait respectables, on en a parlé en off. Oui. Voilà, enfin et ça se sent, enfin ça transpire le cinéma. Oui. Dans plein de séquences du début à la fin, et même le début, hein, qui moi m'a posé problème dans le sens où il n'a pas été aussi immersif que j'aurais voulu. Ça a été immersif dans les 3/4 qui ont suivi, mais la première partie effectivement m'a un peu bloqué. Mais voilà, vache, quel spectacle, quelle générosité, quelle cinéphilie qui se ressent à tous les coins. Enfin, c'est chouette quoi. Si tous les films étaient de ce niveau-là. Wow. On prendra un autre pied. Hein. Je pense qu'il a aussi vu un certain film d'un de mes copains dont je vous casse toujours les couilles, certain Miyazaki. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est. non, mais je veux pas aller trop dessus pour pas spoil. Enfin, c'est pas spécialement un spoil, mais comme ça les gens découvriront que ce soit. Mais si vous avez vu Nausicaa, alors toi, David, je crois que tu l'as pas vu Nausicaa. Non, c'est un des rares Miyazaki que je n'ai pas vu. Voilà. Ça me pétait au caisson. Désolé, ouais. Moi, je l'ai vraiment vu plein de fois dans le film. Je me suis dit, waouh, Nausicaa, quoi. Même si le traitement est différent, il y a un lien assez fort entre les deux films. Il y a un côté très visuel. Écologique dans les deux. Il y a un côté très écologique dans les deux. Enfin, je sais pas si ça se dit dans les deux œuvres. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais oui, il y a un truc visuel, quelque chose de visuel qui est en lien. Les deux, là, ils sont copains là. Copains, oui. Voilà. Mais voilà, moi, je sais pas si j'ai d'autres choses à raconter. Le casting était très bien. Très envie de revoir le film en VO pour voir parce qu'il y a certains passages. Oui, ça vraiment en VO, oui. Le film, comme on parlait du fait que le film soit un peu excentrique, un peu, tu parlais de satire. Il y a des moments où le film est un peu exubérant. Les personnages peuvent aussi être assez, ils gueulent et tout. Alors la VF est plutôt réussie dans ces moments-là. Surtout dans la deuxième moitié du film, il y a des moments où les personnages un peu pètent des câbles, ils gueulent et tout. Ça a pas peur de. C'est un peu plus efficace, mais je pense qu'en VO, ça sera toujours mieux, bien sûr.
encore plus juste, évidemment. Oui, il sera toujours mieux. Bah, Mais toute la proposition de l'acteur, donc en Déjà, tous les cas, voilà. même si on a des très bons doubleurs en France. oui, bien sûr. Mais c'est pas, j'ai déjà eu des meilleurs VF. Je trouve pas que ce soit la plus réussie. Non, carrément pas. Moi, alors j'en regarde de moins en moins. Hein. Je suis pas un bon public pour les versions françaises actuelles, ça c'est sûr. Mais là, j'ai trouvé que c'était assez pénible par moment. Après, on s'y habitue. Hein. Moi, ça m'a gêné dans la première partie, et comme la première partie ne m'a pas complètement emmené non plus. Ça a peut-être pas Après, aidé. Ouais. Une fois que j'ai été dans le film, j'avoue que j'y ai moins prêté attention. Mais c'est quand même un des points négatifs que je retiens du film. Et encore une fois, ça n'appartient pas au travail de Bong Joon-ho. C'est que la VF est vraiment pas terrible. Elle est pas à la hauteur du film. Voilà, ça, je tiens à le préciser. Voilà. Est-ce que tu veux dire autre chose, Mika? Non, moi j'ai fait le tour. Pour moi, c'est un exemple d'écriture. D'un point de vue visuel, c'est vraiment très très chouette. J'ai adoré de bout en bout. J'ai pas vu les 2h15 passer. Il y a juste ce petit truc de la double fin que moi qui m'a gêné. Ok. Mais sinon, et puis là tu viens de me citer Nausicaa, j'y avais pas du tout pensé, mais maintenant, effectivement. je te- Non, moi, va falloir que je le voie, du coup. Oh, il y a moyen qu'il tombe dans l'émission, t'inquiète. Possible. Et puis il faudra lire le manga aussi. Ah, c'est un chef-d'œuvre, 7 tomes. Lisez-le, Nausicaa, c'est Voilà. incroyable. Et je crois qu'on peut clôturer cette. Je sais pas. Non, attends, je vais. J'avais quelque chose à dire. On avait dit autour d'une demi-heure, on est à 25 minutes. Non, on n'a pas parlé de la musique. Oui. Moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Vraiment, il y a des passages qui Très sont. juste, ouais. Il y a une séquence de, comment dire, d'un. Vous savez, il y a même plusieurs séquences où la musique est réussie, hein, mais la première qui m'a beaucoup marqué, c'est dans la premier tiers du film. Il y a un passage où des personnages, il y a plein de gens qui sont en train de bouffer dans une cafette. Et là, il y a le personnage de Mark Ruffalo, qui est du coup une espèce de pas de dictateur, mais d'homme politique, voilà. Effectivement, il vient faire un discours. Et il y a la musique en parallèle, qui parfois même fait taire tout. On entend juste la musique et visuellement, on a quelque chose qui se produit, qui est vraiment fascinant et qui est extrêmement efficace. Il y a plusieurs fois comme ça la musique. Ouais. Moi, j'en citerai une autre, c'est la scène, toujours avec Ruffalo d'ailleurs, quand il vient pour faire un peu son show devant une assemblée avec la pierre, vous savez, Avec la pierre, et ouais. qu'il fait découper la pierre, etc. J'en dirai pas plus. Il se passe plein de trucs dans cette scène. Cette scène est absolument dingue. Ça commence comme un simple discours de politicard débile, et ça prend une tournure. Il se passe tout un tas de trucs. Ça virerait presque à la scène d'action pour le coup. Et là encore, je trouve qu'il y a un mélange musique, un mélange image, montage. Ça prend. En fait, ça va crescendo. Le film, il va crescendo dans son récit. Et certaines scènes sont montées un peu comme ça. Ça commence tout gentil, on se dit ok, une scène de transition. Non. En fait, on va s'en prendre plein la tronche. Cette scène-là, je la trouve assez fabuleuse. Et il y en a d'autres. Hein. Bon, au final, on en a parlé. Voilà. Il y a des grands moments quand même dans le film, vraiment. Ouais, je pense moi clairement qu'elle est très impactante la musique, notamment parce que Bong Joon-ho laisse énormément de place à la musique. Je pense notamment à cette scène avec Pattinson et son love interest. Je sais plus le nom de ce personnage. Mais où on les voit parler, on ne les entend pas parler, il y a la musique dessus, et c'est... Dans la cafette. Dans la cafette. C'est la scène dont je parlais, effectivement. Pardon. Non mais t'inquiète, mais oui, ça montre bien que t'as marqué aussi. Mais elle m'a marqué parce que justement, il y a vraiment cette omniprésence de la musique, et il n'y a même pas la voix off, entre guillemets, de Robert Pattinson qui pourrait raconter cette scène en mode qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages, parce que c'est son coup de foudre à lui. Et là vraiment on prend vraiment le temps parce que faut dire que ça va un peu vite dans le film aussi, hein. Mais là dans son montage il laisse vraiment du temps à cette scène et je la trouve vraiment très jolie. Justement il y a pas besoin de faire parler ces personnages pour laisser les émotions parler, laisser quoi. passer les émotions. On prend pas son spectateur pour un idiot à surexpliquer. Là, le spectateur, il voit cette scène, il sait ce qui se passe, même si ça parle pas. Ouais. Et aussi, je le disais il y a à peine 30 secondes, c'est laisser place à vos putains de musique, messieurs les réalisateurs. Parce que souvent, on est souvent sur des musiques de fond, machin, qui sont beaucoup moins exploitées. On est plus sur style musique d'action.exe qu'on a mise dans cette scène, qu'on peut interchanger avec plein de films. Là, vraiment, je la trouve très à propos.
Oui, bah ça dépend des compositeurs que t'as. Là, en l'occurrence, j'ai son nom sous les yeux, je vais quand même le citer, c'est Young Ye-il, je dirais, c'est des J, mais je dirais Ye, Young Jae-il, voilà. Compositeur de Squid Game, mais avant déjà chez Bong Joon-ho sur Okja et Parasite. Voilà. Mais oui, non, musique très bien. Après, ça va dépendre des compositeurs et de comment on l'utilise, mais c'est vrai que c'est moins... Nous, on a grandi dans une période des années 80-90 où l'utilisation de la musique, surtout dans les grands films qui ont marqué la culture populaire, il y a quand même des grandes musiques et tout. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément que c'est une musique qui est marquante, mais en tout cas, quand tu regardes le film, elle existe et elle a son mot à dire et elle est vraiment impactante et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et moi, le dernier point que j'avais envie de soulever, c'était simplement le fait que, je disais film de gauche, film très social et tout. Je trouve ça toujours absolument délectable que Bong Joon-ho utilise les sous-américains pour se foutre ouvertement de leur gueule. Oui, c'est vrai. On voilà. le disait, les caricatures de Donald Trump, Ouais. c'est un truc de fou. à fond. Et en vrai, Donald, il doit être comme ça dans la vraie vie. C'est possible. Donc merci Bong Joon-ho. Ouais. Et oui, puis, non, très bien. Pas facile de passer derrière Parasite, et pour moi c'est C'est différent, mais Ouais, parce que le film est différent déjà. Oui, mais pour moi l'essai est transformé parce que on attend souvent les réalisateurs après qu'ils aient eu un gros accomplissement. Et là, quel accomplissement de Parasite qui a été récompensé, que ça soit en France, aux États-Unis, il a peut-être en Angleterre et en Italie. je sais plus s'il a eu le Lion d'Or ou pas, c'est possible. C'est possible. En tout cas, il a eu la Palme d'Or et Oscar, Golden Globe et meilleur film, meilleur réal aux Oscars et tout. Premier film non anglophone à avoir l'Oscar du meilleur film de l'histoire. Voilà, des choses comme ça. On n'aime pas les Oscars, ça reste quand même quelque chose d'important, quoi. Voilà. C'est une forme de reconnaissance assez forte quand même. Oui. Voilà. Donc pour moi, l'essai il est transformé. Ouais, J'ai complètement. hâte de voir son futur projet. Alors, on ne sait pas où ça va nous amener. Pour le moment, c'est que des rumeurs ou un projet en tout cas, parce que Mickey 17 ne marche pas spécialement au cinéma. Là, je crois que pour l'instant c'est calme, effectivement. C'est un peu calme, donc peut-être que son budget va être mis. Après, je crois qu'il part il retourne encore. Il retourne encore. Oui, du coup, il s'en bat les couilles de si ça a marché ou pas. Oui, voilà. Mais Paradis, ça a marché, ils font confiance. J'ai hâte de voir son prochain film, qui sera un film d'animation, et il a aussi un autre projet de film d'horreur. Ouais. Apparemment. Donc moi, je suis très content et je suis très curieux de découvrir ses prochains films. Ouais. Pareil. Ouais, toujours un cinéaste intéressant. Allez voir ça au cinéma dans des bonnes conditions, c'est cool. Beau casting. On n'a pas parlé en détail du casting, mais très cool. Cœur sur Mark Ruffalo. Et ouais. Robert Pattinson. Ouais, moi j'ai Robert Pattinson, vraiment, Il fait bien le con. Ouais. Vraiment, non, c'est un très bon acteur, mais ça, j'étais convaincu déjà depuis plusieurs films. Monsieur, quoi. Oui, non, il est assez impressionnant, ça. Et puis, enfin, il est mal peigné, on est loin de l'image du beau gosse que beaucoup on trimballe encore à son sujet. Voilà, il casse un peu ça. Quand même, les codes de l'esthétisme ont changé aujourd'hui. Je pense quand même qu'il il reste quand même beau gosse dans le film. De toute façon, il a la même gueule, parce qu'il a pas de prothèse ni rien, c'est sa tronche, on est d'accord. Mais il est pas toujours, il est pas mis en valeur. Il est pas mis en valeur. Il vomit, vomit salement. C'est vrai qu'il y a une scène où il vomit. Il fait des trucs dégueux dans le film. Et on voit ses fesses. Spoiler. C'est peut-être pas la première fois, ça. Et pas d'une fois en plus. Ouais. Mais voilà, non, Robert Pattinson est un acteur très intéressant à suivre, ça c'est. Ah, bien sûr. Donc voilà. Pour moi, ça ne rajoute qu'aux qualités évidemment du film. Ah oui, à mon sens, c'est un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Eh bien, comme tout le monde au tout début, avec sa carrière chez Twilight, j'étais un peu, je ne m'intéressais absolument pas à ce gars-là. Je m'intéressais déjà pas au cinéma et alors encore moins à ce gars-là. Et puis, après, force est de constater que voilà, quoi. Que ce soit chez James Gray, que ce soit chez Frère Safdie pour Good Time, je conseille très fort. Il passera peut-être dans l'émission, j'adore ce film. Même sur The Batman. Son Batman est très très bien. C'est vraiment un acteur que j'aime énormément. Moi, ce que j'aime bien avec cet acteur, c'est qu'il ferme des bouches en fait. C'est à chaque fois il est pointé du doigt en mode il a fait Twilight. Ça commence à se taire maintenant. Il fera pas un bon Batman. Moi, c'est le meilleur des fermetages de bouche, voilà. Ouais. Je tiens à inventer ce mot pour ce mec. Ce fermage de gueule.
Oh, merde. Bon, bref. on a compris. Voilà. En gros, c'est pour The Batman, parce qu'il fait un très bon Batman. Merci. Non, il est très bien, ouais, Batman. Et ben pour Mickey 17, je crois que on est pas mal, ouais. On a dit ce qu'on pouvait dire sans trop spoiler, hein, Ouais. normalement, Ouais. donc voilà. Donc n'hésitez pas alors, à nous écouter, c'est bien. De toute façon, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous l'avez fait. N'hésitez pas à liker, évidemment, à écouter un petit peu ce qu'on fait à côté, hein, les gros podcasts thématiques, les Ouais. autres critiques sauvages. Le Il y en aura prochain, d'autres dans l'année, il n'y a pas de problème. les critiques sauvages, il y en aura d'autres dans l'année. Voilà, donc... Avec les gens qui seront dispo sur le moment. Hein. ouais, voilà. Ce sera toujours plus disponible pour vous deux parce que vous habitez pas loin l'un de l'autre. Oui, voilà. c'est- Moi, je suis plus loin, donc réussir à s'organiser. Mais là, c'était pour une sortie assez intéressante quand même. Là, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous. Et tu parlais des grosses émissions. Il y en a une qui devrait sortir incessamment sous peu. Le rythme est toujours le même, un Ouais, vendredi sur voilà. deux. Donc c'est ça. normalement, là. Alors, critique sauvage, c'est la surprise et les dates sont aléatoires. Par contre, un vendredi sur deux, effectivement, en permanence. Bah pour les films Un podcast, intéressants comme oui, excuse-moi je te coupe Non. ça cumule les voix, désolé, moi-même pendant le montage ça va me saouler oui ça, en fait pour les films qui sortent et qui sont intéressants comme là on essaie de faire ça au plus vite quoi. Là le film est sorti mercredi dernier, nous enregistrons dimanche, on espère le ressortir dans 2-3 jours grand maximum, histoire de surfer un peu sur le truc et qu'on puisse vous donner notre avis et que peut-être ça peut vous donner envie d'y aller. Voilà, donc n'hésitez pas à aller affluer les salles françaises de vos présences C'est ça. pour aller voir ce Exactement. super film. Voilà. Et si on a fini, je pense qu'on peut... Eh ben, on peut dire au revoir, alors. Ouais. Et ben moi je vous dis au revoir. Salut à tous. Au revoir à tous. Bisous.